Donc, dans ce deuxième topo, je vous parle d'abord d'épidémiologie de la lithiase. Et comme vous le voyez, ben, la lithiase, dans beaucoup de pays, elle a une fréquence qui est relativement élevée, qui est autour de 10% en moyenne de la population générale, un petit peu moins dans certains pays, un peu plus dans d'autres, et avec un rapport homme sur femme qui était pendant très longtemps supérieur à 2 et qui a tendance à diminuer aujourd'hui. Et c'est notamment le cas en Tunisie où vous avez un rapport homme sur femme, vous le voyez dans une étude publiée il y a déjà quelques temps, de 1,5. Et en France, on est autour de 1,7, 1,8. Alors, de quoi sont faits les calculs? Eh bien, vous le savez, majoritairement d'oxalate de calcium. Ensuite, suivant le sexe, de carbapatite chez la femme ou d'acide urique chez l'homme. Et puis les calculs d'infection de struvite, on en a parlé tout à l'heure, c'est moins fréquent, sauf que, il faut tenir compte des calculs qui contiennent la struvite. Et donc, chez l'homme, c'est autour de 4%, chez la femme, c'est environ 12%. Ce que vous remarquerez dans cette étude où on a regardé les calculs sur deux périodes différentes, eh bien, on a plutôt une stagnation aujourd'hui de la prévalence des calculs d'oxalate de calcium chez l'homme, alors que ça continue à progresser chez la femme. Et on a une augmentation des calculs d'acide urique chez l'homme. Ça commence à se pressentir chez la femme, mais ce n'est pas encore très très net aujourd'hui. Et ceci est en rapport, on le verra tout à l'heure, avec évidemment l'augmentation de l'indice de masse corporelle dans la population générale. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les calculs sont très souvent mixtes et effectivement, on a des grandes associations. Par exemple, les mélanges vévélite, védélite, carbapatite, c'est quasiment un tiers de l'ensemble des calculs. Ensuite, les calculs de vévélite, carbapatite, notamment avec les plaques de Randall, ben, c'est 12% qui se rajoutent. Donc, vous voyez que 45% des calculs vont être des mélanges oxalo-phosphocalciques avec des relations étiologiques particulières. Et puis après, il y a d'autres associations moins fréquentes, mais aussi beaucoup plus diverses, dont vous avez quelques exemples sur ce tableau. Il faut savoir que l'on ne fait pas les mêmes calculs à tous les âges de la vie. Et s'il y a une base qui est représentée par la vévélite sur toutes les classes d'âge, eh bien, on fait, quand on est jeune, essentiellement des calculs calcium dépendants qui seront soit de la védélite, soit de la carbapatite. Comme vous le voyez, si on regroupe ces deux espèces, eh bien, la moitié des calculs, quand on est âgé de moins de 20 ans, sont faits d'espèces calcium dépendantes. Et puis, ceci va peu à peu s'atténuer avec l'âge, avec le vieillissement du rein, puisqu'on produira moins de vitamine D active par le rein. Et puis, on va augmenter aussi la fréquence des calculs d'acide urique, qui sont très très peu fréquents avant 40 ans et qui vont augmenter avec l'âge progressivement pour devenir une espèce extrêmement importante, quasiment la moitié des calculs, chez l'homme de plus de 80 ans. Alors, les calculs sont récidivants, vous le savez, mais pas tous avec la même fréquence. Les moins récidivants sont les calculs de vévélite, ensuite ceux de védélite, et ensuite on va voir des calculs qui récidivent un peu plus, des phosphates, des acides uriques. Mais vous voyez qu'il y a deux espèces qui sont extrêmement récidivantes, mais qui heureusement sont moins fréquentes. C'est la bronchite et la cystine. Alors la cystine, elle a une cause génétique, on peut comprendre qu'elle soit très récidivante. La bronchite, c'est moins clair puisqu'elle n'est pas réputée être génétique et pourtant son comportement est aussi agressif, on va dire, que celui de la cystine avec une récidive dans quasiment 75% des cas. Si on s'intéresse aux calculs calcium dépendants, ben, comme je vous le disais, avec l'âge, on produit moins de vitamine D, on absorbe moins de calcium au niveau digestif, et donc du coup, il est relativement normal que la fréquence des calculs calcium dépendants diminue avec l'âge. Et ceci, vous voyez, se vérifie sur toutes les périodes où on a fait la comparaison. C'est vrai chez l'homme, mais ça n'est plus vrai chez la femme. Vous voyez qu'on a une divergence entre les courbes et que dans les périodes les plus récentes, on a beaucoup plus de calculs calcium dépendants après 50 ans, et ceci parce qu'on va supplémenter les femmes en vitamine D et en calcium pour lutter contre l'ostéoporose postménopausique.
Ça se traduit également par une augmentation des plaques de Randall, des plaques de Randall qui ont explosé dans les populations occidentales, mais qui se développent, je vous l'ai dit, dans tous les pays du monde maintenant, et qui en plus s'observent chez des sujets de plus en plus jeunes. Comme vous le voyez, eh bien, dans les années 90, le pic de fréquence des plaques de Randall, c'était à peu près le pic de fréquence des calculs, autour de 40 ans. Maintenant, le pic de fréquence, c'est moins de 30 ans. Et chez l'homme, plus de la moitié des calculs chez les sujets de moins de 30 ans se font sur une plaque de Randall, et c'est même 60% chez les femmes. Or, si on admet que ces calculs nécessitent la formation d'une plaque de Randall, son élargissement dans l'interstitium papillaire, la rupture de l'épithélium, cela demande des années. Ça veut dire que les plaques de Randall se font dans l'enfance. Et donc, qu'est-ce qui a changé dans l'enfance depuis 40 ans? Eh bien, c'est la prise de vitamine D. On surcharge les enfants très tôt par de la vitamine D qui va favoriser cette précipitation de phosphate de calcium dans l'interstitium et qui va servir ensuite de nucléateur au calcul. Et chez la femme ménopausée, comme vous le voyez, contrairement à l'homme où on a une décroissance régulière des calculs avec plaques de Randall, et bien chez la femme, après 45 ans, on a une tendance vers un plateau de calcul sur le plaque de Randall et qui sont liés à la même raison, c'est que l'on supplémente aujourd'hui beaucoup trop les femmes en vitamine D et en calcium après la ménopause. Et aujourd'hui, eh bien, cette lithogénèse très précoce conduit à des calculs récidivants chez des enfants, des adolescents, pas des jeunes enfants, mais chez les adolescents sur plaque de Randall. Autre lithogénèse qui a beaucoup évolué depuis 3 décennies, c'est la lithiase urique, et elle est liée, vous le voyez, au surpoids. Et vous voyez ici la progression de ces lithiases uriques en fonction de l'indice de masse corporelle. Chez des sujets qui ont un IMC normal, la lithiase urique représente environ 10% chez l'homme et environ 6% chez la femme. Eh bien, quand on est en surpoids et quand on a une obésité morbide, eh bien, vous voyez qu'on a une fréquence extrêmement élevée de lithiase urique. C'est 39% chez l'homme et c'est la moitié chez la femme, mais c'est quand même 3 fois plus que pour un IMC normal. Et puis, si on a un diabète qui s'est constitué, eh bien, cela va aggraver encore cette cytogénèse urique. Et ici, on voit que les courbes vont s'inverser. Ça veut dire que les femmes sont plus exposées à ce risque que les hommes. Si on regarde maintenant la fréquence de récidive en fonction de l'indice de masse corporelle, eh bien, on s'aperçoit que ce sont les sujets qui ont un IMC normal qui récidivent le moins, et ceux qui sortent des limites de l'IMC normal récidiveront de plus en plus, et c'est spécialement vrai chez les sujets en surpoids. Vous voyez que quand on a un IMC qui dépasse 28 kg par mètre carré, eh bien, on a presque la moitié des calculs qui vont récidiver, et c'est même plus de la moitié quand on a un diabète. Alors, la physiopathologie de la lithiase, il faut savoir que la lithiase a des origines très diverses, mais que les facteurs diététiques sont impliqués dans au moins 80% des calculs de l'arbre urinaire, même lorsqu'ils ont par ailleurs d'autres causes, notamment génétiques, comme une cystinurie ou une hyperoxalémie primaire. On impute cette lithogénèse qui a beaucoup progressé depuis la Seconde Guerre mondiale à la consommation alimentaire de certains nutriments qui a beaucoup évolué avec le temps. Et aujourd'hui, on consomme 5 fois plus de protéines animales, 10 fois plus de graisse, 30 fois plus de sucre raffiné et 3 fois plus de sel. Et parallèlement, on consomme beaucoup moins de fibres végétales, qui sont des facteurs protecteurs. Et donc, il est indispensable aujourd'hui de faire une enquête étiologique pour comprendre les causes de la lithiase. D'abord parce que ces lithiases sont récidivantes dans quasiment 2 tiers des cas. Ensuite, parce que les sujets qui récidivent vont faire plusieurs calculs, en moyenne 4 à 5 épisodes, parce que ces calculs sont faits de cristaux qui peuvent eux-mêmes avoir des conséquences sur la fonction rénale, lorsqu'ils se déposent notamment dans le tissu rénal lui-même. La démarche de cette enquête, elle va passer déjà par l'identification de la nature des calculs, la recherche d'une maladie favorisante, la recherche des facteurs de risque nutritionnels, métaboliques et ou environnementaux, la recherche
d'anomalies anatomiques qui peuvent favoriser la stase, bien entendu. Et puis l'objectif est de développer une stratégie individualisée pour la prévention de la récidive. La sursaturation dont je vous parlais tout à l'heure, elle va d'abord être due à des apports hydriques faibles, à des excès alimentaires, éventuellement à des hyperabsorptions intestinales de certains nutriments, à des anomalies métaboliques, soit acquises, soit génétiques, à des tubulopathies ou à des enzymopathies, à des déficits en inhibiteurs de cristallisation, à des maladies extra-urinaires comme les pathologies digestives, à des infections urinaires ou digestives, et puis quelquefois à des médicaments qui ont des effets lithogènes, soit directs, soit indirects. Et puis vous avez des situations métaboliques où vous êtes incapable de faire varier au cours du nictémaire votre pH urinaire de manière suffisante. Chez un sujet normal, le pH urinaire devrait pouvoir varier entre 5 et 8 entre les phases de jeûne et les phases diététiques. Et bien donc, il est important d'identifier tous ces facteurs de risque pour comprendre les causes de la lithiase. Or, ces causes, elles vont donc être d'abord nutritionnelles, dans l'immense majorité des cas, mais on a des maladies génétiques à identifier, par exemple l'hyperoxydie primaire, déficit en xanthine déshydrogénase, déficit en adénine, phosphore et musyltransférase, des tubulopathies, cystinurie, acidose tubulaire distale, diabète phosphaté, syndrome de Dent, des maladies acquises, hyperparathyroïdie primaire, syndrome de Sjögren, le syndrome métabolique et le diabète, des maladies intestinales, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, grêle radique, des maladies anatomiques urologiques, Kakirichi, réenfer à cheval, diverticule caliciel, polykystose rénale également, et même l'hypertrophie bénigne de la prostate qui crée une zone de stase au niveau vésical, des causes infectieuses, urinaires ou digestives, des causes iatrogènes, bypass pour obésité, résection iléale, colectomie, bricaire, des causes médicamenteuses directes, traitement par des sulfamides, par le pentasa, ou indirectes, vitamine D plus calcium, inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, des laxatifs. Plusieurs de ces causes peuvent être associées ou se succéder dans le développement d'un calcul. Et donc, il faut faire une évaluation des facteurs de risque chez le patient, facteurs d'environnement, facteurs alimentaires. Facteurs d'environnement, vie ou séjour prolongé en pays chaud, travail en atmosphère surchauffée, les cuisiniers, les fondeurs, ou atmosphère climatisée, cabine d'avion, profession exposée particulière, les excès d'apport, les repas d'affaires chez les industriels, les restrictions de miction, chauffeur de taxi. Et puis, il faut évaluer les activités sportives également, ou les efforts physiques intenses avec déshydratation. Et puis, les habitudes alimentaires, il faut être capable d'évaluer les apports hydriques. Est-ce qu'ils sont suffisants? Quelle est la nature des boissons, riches en calcium, en alcalin, boissons sucrées, notamment excès de fructose. Les apports calciques sont importants à évaluer par les produits laitiers, les fromages. Il faut évaluer les suppléments vitamino-calciques de l'enfance, de l'adolescence, de la ménopause. Les apports en protéines animales, en purines, en sel. Les apports caloriques globaux pour apprécier les conséquences sur le surpoids. Les apports en hydroxyproline, qui est un précurseur endogène de l'oxalate. La consommation de vitamine C ou d'aliments riches en oxalate par eux-mêmes. Et les régimes spéciaux, culturistes, Weight Watchers et autres. Tous ces éléments doivent faire partie de l'enquête étiologique. Comme vous le savez, on peut déjà évaluer par la biologie urinaire les apports en sel et en protéines, en se basant sur l'expression urinaire de l'urée et de sodium. Et on peut aussi apprécier les apports d'alcalin par la formule de Haut.
ça suppose de doser un peu plus de choses dans les urines, le ionogramme complet, sodium, potassium, calcium, magnésium, le chlore et le phosphore. Et puis le calcul va être un élément important, vous l'avez bien compris, et l'analyse doit être morpho-constitutionnelle. On peut avoir donc des lithiases qui vont être spécifiques par leur nature, la cystine, l'acide urique, la dihydroxyadénine, la xanthine, la struvite, les médicaments, la huitokite. Tous ces composés vont orienter vers des causes particulières, soit génétiques, soit acquises. Et puis, vous avez les lithiases calciques, oxalocalciques ou phosphocalciques ou mixtes. Et là, vous avez les lithiases qu'on va dire primitives, qui sont essentiellement d'origine diététique, la vévélite, liée à des faibles diurèses et des hyperoxydes de concentration, et puis la védélite, liée à des hypercalciuries, qui peuvent être très souvent liées à un excès de consommation de sel ou de protéines, mais parfois aussi, c'est plus rare, à des excès de calcium. Et ce sont les morphologies classiques de type 1A, 1B, 2A ou 2B. Et puis, vous avez des morphologies particulières qui correspondent à des lithiases calciques d'étiologie secondaire, le 1C qui doit vous faire rechercher des hyperoxaluries primaires, le 1E des hyperoxaluries entériques, donc des maladies de Crohn avec des résections notamment d'intestin grêle, des pancréatites chroniques également, le 4A2 qui est un marqueur très spécifique de l'acidosubulaire distal, les mélanges 2 plus 4 qui doivent faire rechercher des hypercalciuries, notamment résorptives, et donc possiblement des hyperparathyroïdies primaires. Et puis le type 4D, qui lui aussi doit faire rechercher des hyperparathyroïdies primaires, mais également des diabètes phosphatés. Et puis le lithiase d'urate d'ammonium de type 3D, qui va vous orienter vers des pathologies digestives, notamment avec des diarrhées, qui peuvent être des diarrhées occultes chez les anorexiques, par abus laxatif par exemple. Alors si on regarde les principales relations entre la nature des calculs et les facteurs déclenchants, eh bien la vévélite clairement est liée à toutes les causes d'hyperoxalurie, de débit ou de concentration, alors que la védélite sera essentiellement liée à des hypercalciuries, là encore de débit ou de concentration, ça dépend de la diurèse, et puis éventuellement aussi à des hypocitraturies avec un rapport calcium sur citrate anormalement élevé. La caoxite, c'est une espèce rare, elle est oxalodépendante, mais elle fait souvent intervenir aussi des altérations de l'inhibition macromoléculaire urinaire. Pour les phosphates de calcium, la carbapatite a plusieurs étiologies possibles. L'hypercalciurie, c'est un peu plus de la moitié des cas. L'acidose tubulaire distale, environ 15% des calculs. L'hyperparathyroïdie primaire, environ 5%. Et puis, il y a les calculs d'infection. Ça représente environ 1/5 de ces calculs. Pour les phosphates amorphes de calcium carbonaté et huitokite, on aura essentiellement à rechercher une infection urinaire. C'est au moins 80% des cas. La bruchite, qui est un phosphate acide de calcium dihydraté, est une espèce calcium dépendante, comme la védélite pour l'oxalate de calcium. Et il est associé, vous le voyez, à des hypercalciuries dans 83% des cas. Et on retrouve des hyperparathyroïdies primaires dans 18% des calculs qui sont majoritaires en bruchite. Donc la première pathologie à rechercher, c'est évidemment cette hyperparathyroïdie primaire. Il y a d'autres causes possibles qu'il faut évidemment aussi envisager, mais c'est moins fréquent. L'acidosubulaire distale et l'infection urinaire. En revanche, une cause qu'il ne faut pas méconnaître, c'est le diabète phosphaté. Ensuite, le phosphate autocalcium bêta-hydraté. Ce phosphate est un phosphate peu fréquent des calculs. Il est relativement instable et il va se transformer en quelques mois en carbapatite. Lorsqu'il est présent dans un calcul, ça évoque une lithogénèse plutôt récente et c'est la raison pour laquelle on s'est aperçu qu'il était anormalement fréquent dans les lithiases
de la grossesse. Alors, pour rechercher les causes de la lithiase, il est nécessaire de faire une exploration biologique orientée avec un bilan des zones de 24 heures, un bilan biologique sanguin et le bilan des 24 heures étant réalisé en régime libre, en ambulatoire. Le bilan de base va permettre d'évaluer les principales anomalies et les principales erreurs diététiques. Et il peut être nécessaire de faire un bilan plus approfondi ou plus spécifique. Il sera notamment orienté par l'histoire clinique, par la composition du calcul ou sa morphologie, ou par les anomalies identifiées dans le bilan initial. Et donc, si on regarde les causes à rechercher quand on a une lithiase calcique, ben, je vous ai mis ce tableau qui résume un peu toutes les possibilités. Si vous avez une hypercalciurie sans hypercalcémie, eh bien, vous avez une série de maladies génétiques qui peuvent être à l'origine de ces calculs, même si chacune est relativement rare. Maladie de Dent, syndrome de Love, et hypophosphatémie avec rachitisme par mutation de NPT2C, syndrome de Fanconi-Bickel par mutation de GLUT9, les syndromes de Bartter qui donnent parfois des calculs, mais plus souvent des néphrocalcinoses, les hypocalcémies, hypercalciurie familiale par mutation du récepteur du calcium sensor, les mutations des claudines 16 ou 19 qui donnent des hypomagnésémies avec hypercalciurie et néphrocalcinose, les acidosubélaires distales, qu'elles soient autosomiques récessives ou dominantes, les diabètes phosphatés par mutation des transporteurs du phosphate, NPT2A, NPT2C, ou de la protéine NERF1. Et puis il y a des causes acquises, notamment des causes immunes, comme le syndrome de Sjögren ou le lupus érythémateux, qui vont donner des acidosubélaires distales. Il y a des causes iatrogènes, traitement par des médicaments comme les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, topiramate, acétazolamide, pour le traitement des épilepsies, des migraines, des glaucomes. Et puis les causes diététiques, évidemment, qui sont les plus fréquentes et très souvent liées à des excès d'apport en chlorure de sodium et en protéines. Il y a ensuite les hypercalciuries qui s'accompagnent d'hypercalcémie. Dans ces cas-là, évidemment, on aura des orientations éthologiques beaucoup plus précises et il faudra rechercher, évidemment, d'abord l'hyperparathyroïdie primaire, mais il y a des formes génétiques de ces hyperparathyroïdies primaires qui sont les néoplasies endocriniennes multiples de type 1, de type 2 et de type 4. Il y a des hypercalcémies infantiles de type 1 par mutation de CYP24A1 ou de type 2 par mutation de SLC34A1. Et puis le syndrome de Williams-Buren également, qui peut donner des hypercalcémies. Et puis dans les causes acquises, outre les hyperparathyroïdies primaires, il y a les granulomatoses, notamment la sarcoïdose. Puis il y a des causes iatrogènes, intoxication à la vitamine D, intoxication à la vitamine A, mais également les prises excessives de formes actives de la vitamine D et de calcium ou de phosphate. Et dans ce dernier cas, on l'a évoqué, ça donne plutôt des plaques de Randall, mais ça peut aussi donner des calculs calcium dépendants. Et puis, il y a les situations de lithiase calcique sans hypercalciurie, sans hypercalcémie. Et dans ce cas-là, on va plutôt s'intéresser à l'oxalate. On peut avoir évidemment des maladies génétiques, les hyperoxyluries primaires de type 1, de type 2 ou de type 3, et puis des causes iatrogènes, des hyperoxyluries entériques, qui vont être liées généralement à des interventions, chirurgie bariatrique, notamment roue en Y pour obésité, résection iléale pour maladie de Crohn, et puis grêle radique chez des gens qui ont eu des cancers, notamment pelviens, et qui ont été irradiés pour les traiter. Et puis il y a des causes diététiques, aliments riches en oxalate, aliments riches en précurseurs de l'oxalate, les sucres et les acides aminés, et j'évoquais tout à l'heure l'hydroxyproline, mais ce n'est pas la seule.
Pour les calculs de phosphate magnésien, donc là le calcul est important à analyser, ces calculs magnésiens contiennent ou pas de l'ammonium. S'ils ont de l'ammonium, ça peut être de la struvite ou de la ditmarite, et ça va signer une infection urinaire récente à germe uréasique. Si le calcul contient de la newbérite ou du phosphate trimagnésien pentahydraté, eh bien, ça évoquera la même chose, mais une infection urinaire ancienne, parce que la newbérite et le phosphate trimagnésien pentahydraté ne contiennent pas d'ammonium. Donc, ce sont des calculs où la struvite s'est transformée dans le temps en ubérite ou en phosphate trimagnésien. Pour l'acide urique, on a deux grandes étiologies, l'hyperacidité urinaire ou l'hyperuricurie. Aujourd'hui, au plan épidémiologique, c'est clairement l'hyperacidité urinaire qui prédomine avec un défaut d'ammoniogénèse rénale par insulinorésistance. Mais il peut y avoir des situations de perte de base digestive chez des gens notamment qui ont des rectocolites hémorragiques, par exemple, ou qui ont des colectomies. Mais clairement, le contexte principal, c'est le syndrome métabolique chez les sujets en surpoids ou obèses et le diabète qui peut en résulter. Parmi les causes d'hyperuricurie, eh bien, il y a les situations d'hyperuricémie avec une excrétion augmentée d'acide urique, les excès d'apport en purine, mais également en fructose. Il faut savoir que le fructose va produire de l'acide urique lorsqu'il est métabolisé. Il y a les syndromes prolifératifs, mais aujourd'hui, on sait les détecter précocement et prévenir les conséquences. Les médicaments uricosuriques, bien, il y en a quelques-uns comme le probénécide ou le losartan, mais c'est quand même assez peu fréquent. Et puis ici, une cause qui tend à augmenter aujourd'hui, c'est le diabète, notamment de type 2, qui va présenter, vous le voyez, les deux facteurs de risque principaux, l'hyperacidité plus l'hyperurie. Donc c'est une létogénèse extrêmement fréquente et active. Et c'est ce que l'on voit sur cette diapositive. Quand on regarde la nature des calculs chez des sujets diabétiques ou non diabétiques, eh bien, comme vous le voyez, aussi bien chez l'homme que chez la femme, quand on a un diabète, on a une explosion de la fréquence des calculs d'acide urique par rapport au sujet non diabétique. Et la femme y est spécialement sensible. Et parallèlement, on va remarquer que la vévélite diminue pas ou très peu, alors que la védélite, elle, diminue de manière significative. Ça veut dire que le diabète crée aussi les conditions d'une lithogénèse oxalocalcique, non pas par hypercalciurie, mais par hyperoxalurie. C'est ce que l'on peut voir sur cette diapositive qui vous montre la biologie urinaire de patients diabétiques ou non diabétiques qui font des calculs d'acide urique ou de composition calcique, notamment oxalate de calcium. Bien, comme vous le voyez, chez les patients qui font de l'acide urique, en absence de diabète, donc ils ont un syndrome métabolique, ils ont un pH acide, 5,13, mais ils ont une diminution de l'excrétion fractionnelle d'acide urique, qui est due à une réabsorption augmentée de l'acide urique par le tube proximal. Et du coup, ils sont exposés à une uricémie plus élevée. Quand le diabète est constitué, eh bien, une partie des patients conserve évidemment le pH acide, mais va inverser cette réabsorption tubulaire d'acide urique qui va augmenter. Et donc, on restaure l'expression fractionnelle d'acide urique. Et donc, ces patients, ils ont à la fois le pH acide et l'hyperuricurie. Et donc, ils font des calculs d'acide urique. Vous remarquerez que, quel que soit le calcul chez les diabétiques, calcul d'acide urique ou calcul calcique, eh bien, ces patients ont un citrate qui est normal, un calcium qui sera normal en cas de lithiase urique, mais plutôt augmenté en cas de lithiase calcique. Mais surtout, ces patients ont tous une hyperoxalurie. Je vous rappelle que la normale est en dessous de 0,45 millimoles par 24 heures. Et donc, une partie de ces sujets qui ont une hyperoxalurie
chez les diabétiques, ont des calculs de vévélite dont la morphologie signe cette hyperoxalurie qui, pour nous, est active. Vous avez un exemple ici sur cette diapositive. À droite, c'est un calcul de type 1A commun qui est lié à un défaut d'urèse ou à une alimentation riche en oxalate. À gauche, c'est un calcul qui est intermédiaire entre du 1E et du 1A, qui est plus clair, qui est un peu bourgeonnant et qui est observé chez un diabétique. Cette morphologie est assez fréquente chez les patients diabétiques qui font des calculs de vévélite. À côté de l'acide urique, qui fait des calculs, on a vu, par hyperacidité urinaire principalement, on peut avoir des calculs d'urate. Ces urates, eux, ont comme point commun une hyperuricurie et une urine peu acide, voire alcaline. On va avoir essentiellement deux types de lithiase urique, enfin, du uratique, pardon. C'est l'urate d'ammonium et l'urate de sodium. Les autres urates sont beaucoup plus rares. Eh bien, quand on a une lithiase d'urate d'ammonium, on évoquera des diarrhées, des carences phosphorées, une inquiétude thérapeutique ou des germes uréasiques qui ont augmenté le pH de l'urine. Quand on a une lithiase d'urate de sodium, on évoquera une hypernatriurèse qui peut être due à l'alimentation, excès d'apport de sel, mais aussi à une alcalinisation thérapeutique excessive avec par exemple du bicarbonate de sodium pour dissoudre une lithiase d'acide urique. Et si vous alcalisez trop une lithiase d'acide urique, elle ne va pas se dissoudre, elle va se recouvrir d'une pellicule d'urate, de sodium ou d'ammonium et qui sera totalement résistante à l'alcalinisation. Il y a d'autres purines qui donnent donc des lithiases radiotransparentes. Donc tout ce qui a une densité Hounsfield basse n'est pas forcément d'acide urique, il faut le savoir. La première qu'il faut connaître, c'est la dihydroxyadénine. Elle n'est pas très fréquente, sauf qu'il se trouve que la France est le pays au monde, en dehors du Japon, où il y a le plus de cas. Elle est due à un déficit en adénine phosphorybosyltransférase. Cette espèce cristallise très facilement dans les urines, en abondance, et elle crée un risque d'insuffisance rénale, voire terminale, y compris du greffon, si vous avez une insuffisance rénale dont le diagnostic n'a pas été posé correctement en ce qui concerne l'étiologie, et que vous regreffez le patient avec un rein neuf, mais sans avoir traité la maladie. Or, il faut savoir qu'on peut la traiter par un médicament qui est très efficace, c'est l'allopurinol ou le febuxostat, c'est-à-dire un inhibiteur de la xanthine oxydase. La dihydroxyadénine est totalement résistante à l'alkylisation thérapeutique. Donc, le seul traitement possible, c'est un inhibiteur de la xanthine oxydase. Autre lithiase puricra, la xanthine, qui est due à un déficit en xanthine déshydrogénase d'origine familiale. C'est pas très fréquent, c'est pas non plus très très lithogène, et ça peut se traiter par une cure de diurèse, éventuellement alcaline. On va améliorer un peu la solubilité de la xanthine dans ces conditions. Et puis, il y a une troisième lithiase qui n'est pas très fréquente, mais il faut quand même la connaître, c'est l'acide méthyl 1 urique, qui est un dérivé de la caféine. Et donc, on voit cette lithiase chez des sujets qui consomment beaucoup de caféine, donc du café notamment, et qui très souvent ont en plus une surcharge aluminique. Et cette lithiase donne des calculs, mais elle crée aussi un risque pour la fonction rénale. Il y a ensuite les médicaments. Les médicaments peuvent donner des calculs, soit parce qu'ils sont excrétés par le rein et qu'ils sont peu solubles. C'était par exemple le cas des antiprotéases dans le traitement du sida, avec l'atazanavir, et puis un autre anticidien, mais qui n'est pas une antiprotéase, c'est l'efavirenz. Et puis, il y a des antibiotiques ou des antiseptiques qui peuvent donner des lithiases, les sulfamides, et puis la ceftriaxone, donc une céphalosporine. Et puis, il y a des calculs qui sont provoqués par des supplémentations en composés riches en silicium.
pansement digestif à base de tricyclate de magnésium ou épaississant des biberons pour les bébés, médicaments enrichis en silice colloïdal. Et dans les deux cas, on va faire des calculs de silice opaline. Enfin, l'oxypurinol, qui est le métabolite actif de l'allopurinol, peut donner des calculs dans un contexte très particulier qui est le syndrome de Leschnian, c'est-à-dire un déficit en hypoxanthine, guanine, phosphorybosyltransférase, qui crée une hyperuricémie maligne et que l'on va essayer d'atténuer, sinon de traiter totalement, par des fortes doses d'allopurinol. Et puis, il y a des calculs qui sont induits par les médicaments, mais qui ont des compositions métaboliques. On a vu l'oxalate de calcium et phosphate de calcium par la vitamine D et le calcium. Et puis, il y a la carbapatite par les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Il y aura de l'ammonium par l'abus de laxatif. Et puis, si vous donnez des traitements alcalinisants à des doses excessives, eh bien, vous pouvez créer des lithiases pH dépendantes de phosphate de calcium ou d'urate, d'ammonium ou de sodium. Le calcul, vous l'avez compris, est très important à analyser, notamment au plan morphologique, parce qu'à composition ionique égale, composition moléculaire égale, composition cristalline égale, la morphologie peut faire la différence dans le diagnostic éthologique. À titre d'exemple, une jeune femme de 28 ans qui a des calculs coralliformes bilatéraux, une insuffisance rénale très sévère, qui va se terminer en dialyse. On lui fait une bénéfrectomie, on fait analyser les calculs, et le laboratoire dit que c'est de la vérilite pure de type 1A. Et donc, la conclusion, c'est une lithiase d'hyperoxalurie plutôt environnementale, on va dire. On peut déjà se poser la question, est-ce que c'est vrai pour des calculs bilatéraux? Je n'en suis pas très sûr. Toujours est-il qu'on va faire un projet de transplantation avec un donneur vivant qui va être sa mère. Elle va être greffée. 2 mois plus tard, le greffon est perdu. Pourquoi? Parce que le calcul, c'était du 1C. Et que par conséquent, c'était hyperoxalurie primaire, donc génétique, et non pas diététique. Et dans ce cas-là, on pouvait effectivement la greffer, mais sous traitement par le lumasiran, qui permet de faire baisser l'oxalémie et l'oxalurie d'origine hépatique. Aujourd'hui, de plus en plus de calculs, on vous l'a montré tout à l'heure avec Christophe Almeras, vont être pulvérisés. Il est essentiel pour le diagnostic étiologique de la maladie lithiasique de récupérer des fragments de calcul ou la poudre, ou de faire des images endoscopiques qui permettent de préserver l'information sur la morphologie et de donner au laboratoire soit le calcul quand on le récupère, soit des fragments, soit de la poudre, pour que l'analyse vienne compléter la morphologie qui aura été enregistrée au niveau endoscopique. Il faut aussi évidemment faire une exploration métabolique des patients en régime libre et ambulatoire, et si possible aussi une cristallurie quand on n'a pas de calcul. Et sachez que, bien qu'il y ait des causes génétiques, ça ne sert à rien de s'engager d'emblée dans des enquêtes génomiques ou génétiques, car elles sont rarement contributives. C'est moins de 3% des cas, sauf des situations très particulières qui seront justifiées par la clinique. En conclusion, pour diagnostiquer les causes d'une maladie lithiasique, il est important de faire l'analyse de calcul ou de ces fragments par analyse morphoconstitutionnelle, analyser la poudre quand on n'a plus que ça, mais il faut que les urologues aient pris la peine de faire des images endoscopiques de la surface et de la section du calcul. En absence de calcul, il faut faire une étude de cristallurie. Il faut, dans tous les cas, faire une exploration métabolique. Déjà, une exploration de base qui sera complétée, si nécessaire, par des examens orientés ensuite par la nature du calcul ou les résultats de l'exploration initiale. Il faut faire une enquête diététique à la recherche de facteurs de risque ou de comportements alimentaires particuliers. Et finalement, il faut faire une prise en charge adaptée pour chaque patient afin d'éviter la récidive et préserver la fonction rénale. Merci de votre attention. Là, on va prendre une question. Est-ce qu'il y a une question en salle?
J'ai une question à moi. Donc, Michel, par rapport à l'évolution de l'analyse des calculs, avant, vous analysez le calcul en entier quand c'était de la chirurgie percutanée. Après, c'est des fragments lithiasiques. Maintenant, c'est plus de la poudre. Est-ce que quand vous analysez de la poudre sans avoir des images de calcul, ça vous arrive de vous induire en erreur par rapport à l'analyse morpho-constitutionnelle? Absolument. Comme l'a montré très très bien Christophe Almiras tout à l'heure, quand on donne de la poudre, ben, on a en principe tous les composants, sauf que il vous a montré qu'on a des calculs, par exemple, qui ont de la védélite en surface et puis de la vévite à l'intérieur. Bien, ça peut arriver que la védélite soit très minoritaire, même si elle fait une couche complète de surface. Et du coup, on peut ne pas la détecter facilement en infrarouge, et du coup, on peut rendre de la vévélite sans védélite, alors qu'il n'est pas de casturie sous-jacente, par exemple. Et donc aujourd'hui, quand on vous adresse l'analyse, on vous adresse également les photos avec? Alors, idéalement, c'est ce qu'on souhaite. Alors, il y a des urologues qui le font, d'autres qui ne le font pas, c'est dommage, mais ça serait bien que ça soit généralisé. Très bien. Michel, je vous remercie encore une fois.